Bonjour chers amis du Cercle Aristote, c'est Nicolas et il y a une chose à l'approche des fêtes de fin d'année et notamment de Noël que j'aime encore plus que le ski, les vacances, la montagne, la neige, la famille, tout ce que vous voulez, c'est les bouquins. Et si vous me connaissez, bah voilà, j'aime avoir beaucoup de livres dans ma bibliothèque. Alors là, vu que je suis en déplacement, vous n'avez pas mes bibliothèques derrière moi, mais j'aime beaucoup avoir des bouquins. Et donc, ce que j'aime faire à la fin de chaque fête de Noël à l'approche, c'est le Salon des auteurs du Cercle Aristote. Et cette année, le Salon des auteurs du Cercle Aristote se tiendra 10 rue Croix des Petits Champs, le samedi 13 décembre. Et en amont de ça, donc de midi à 20h, où vous pourrez croiser les membres du Cercle Aristote, Simon, moi-même, etc. En plus, évidemment, de Pierre-Yves, qui est évidemment toujours la star de ces salons, qui est très pris à ce moment-là. Vous pourrez croiser surtout nos auteurs. Et en amont de ça, j'ai décidé de partir à la rencontre, donc de faire cette émission des auteurs à distance, de les recevoir, en tout cas une grande partie, peut-être pas tous, on va voir ce qu'on arrive à avoir, mais une partie des auteurs du Cercle Aristote qui ont sorti un livre en 2025 ou qui vont le sortir, voilà, qui sont en train de le sortir, et pour qu'on puisse d'ailleurs en parler, que vous ayez envie de lire leurs bouquins, que voilà, que vous puissiez les découvrir sur des petites capsules de 15-20 minutes. Et donc, on va essayer de se faire des petites émissions best-of, oui, c'est un anglicisme, mais voilà, des auteurs. Donc, suivez-moi, et on va commencer avec le premier, c'est Jérémy Berriot. Jérémy Berriot, bonjour, bonjour Jérémy. Bonjour Nicolas, et puis bonjour à tous les auditeurs, voilà. Je suis très heureux d'être ici, c'est une première pour moi, voilà. Ouais, et ben Jérémy, non seulement bah, on t'a découvert avec ce premier roman dont on va parler, Potion magique, bien entendu, je devais commencer par celui-ci, mais également parce que tu fais partie de la famille du Cercle Aristote, puisqu'il me semble que tu es également le directeur le nouveau directeur de publication de enfin, en tout cas, directeur de la rédaction de la revue Perspective Libre. Le directeur de publication, enfin, c'est Pierre-Yves, hein, qui garde quand même Oui, le bien titre. sûr, Mais bon, moi je suis, enfin, entre guillemets, rédac chef, c'est moi voilà. qui m'occupe voilà, des auteurs, des articles, de la ligne générale, et cetera. Voilà, depuis, j'ai succédé à mon camarade Renaud Fabry, voilà, à ce Oui, poste. alors qu'on salue, donc On ben salue. voilà, Jérémy, excellent travail. Et en plus de ses qualités de militant et de travailleur au Cercle Aristote, tu nous as sorti un premier roman, le roman Potion magique. Alors avant de commencer, on fera les rappels à chaque fois en début et en fin de vidéo. Je le rappelle pour les gens, donc évidemment, qui veulent se procurer l'ouvrage, bien entendu, mais surtout, soyez présents le samedi 13 décembre, 10 rue Croix des Petits Champs, de midi à 20h. On vous a écouté. On a dit on va avoir on va avoir le salon en week-end sur une longue période. On est disponible pendant 8 heures. Donc vous pouvez venir avec des amis, en famille, tout seul, en couple, voilà, comme vous voulez. Profiter des auteurs, discuter avec eux, vous procurer les livres, discuter avec Pierre-Yves, discuter avec plein de gens, dont notamment Jérémy. Jérémy, tu seras présent évidemment au salon. Oui, je serai là, et voilà, c'est un très d'ailleurs, c'est l'an passé, c'était un très beau succès. J'étais là, mais pour présenter la revue, en fait. Moi, je tenais un stand pour la revue. Bon, bah, cette année, ce sera, voilà, plus personnel pour, présenter mon roman, voilà. Mais je serai Voilà, là. ben c'est sûr. Voilà, et ben justement, c'est ce dont on va parler évidemment, puisque vous le voyez peut-être en incrustation, en tout cas vous le verrez dans cette vidéo grâce au monteur et au monteur du Cercle Aristote, de la chaîne YouTube. On les remercie, on remercie tous ceux qui travaillent, tous les bénévoles, tous les militants pour leur travail, bien entendu. On fait ça pour mettre en avant des auteurs, et justement, Potion magique. Potion magique, Jérémy, alors on va après rentrer un petit peu dans le détail, mais en gros, de quoi ça parle? Alors, de quoi ça parle? Alors, en fait, au départ, ça parle de beaucoup de choses. C'est-à-dire que l'intrigue de départ, c'est en fait un jeune garçon qui, accidentellement, en fait, provoque un incendie et de la sorte, la mort de sa mère. Et il va tomber, eh bien, sous l'emprise, en fait, d'une psychiatre qui se révèle être un individu, complètement pervers, une manipulatrice, psychopathe. Et donc et qui va, du même coup, sous couvert, en fait, de le soigner, eh bien, lui faire, l'entraîner malgré lui, et
et d'ailleurs par un ignoble chantage, dans un processus de réassignation sexuelle, hein, une opération une opération de transition de genre. Voilà. Alors, c'est évidemment de là, ça commence comme un véritable cauchemar, mais bon, c'est traité en fait sur le mode de la farce, hein, de la parodie. Voilà. C'est-à-dire que j'ai voulu faire un roman comique en fait, et j'espère que ça l'est. Mais c'est une farce noire sur un monde devenu fou en fait. C'est une espèce de comédie du désastre en fait, on va dire. Voilà. Une comédie du désastre, ça évidemment, on s'en réjouit et surtout, ce qu'on a pu voir lors de ta conférence et de ton entretien avec Pierre-Yves, on essaie de mettre un maximum, comme vous le voyez, nos auteurs en avant. On essaie en tout cas de, on ne sait pas si on y arrive toujours, mais en tout cas on essaye au maximum à chaque fois. Ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir pris cette vision, on va dire, cette idée de farce, cette idée comique pour parler d'un sujet finalement très grave. Comment ça t'est venu, l'idée de Potion Magique? Est-ce que tout d'un coup, tu as eu un déclic ou est-ce que tu y pensais depuis longtemps et tu as travaillé, retravaillé le texte, etc. Alors en fait, au départ, moi en fait, je suis philosophe de formation. J'ai publié plusieurs ouvrages, enfin j'ai publié un recueil de poèmes, mais le reste de mes ouvrages, bah, ce sont des ouvrages, des essais en fait. Donc je voulais écrire en fait un essai un peu plus personnel, un peu plus engagé, dans lequel en fait je pourrais déverser à peu près tout le mal que je pense de cette époque, qui en effet bon bah devient absolument délirante. Et alors bon, alors au début, j'ai pensé à un pamphlet, mais je me suis j'avais peur que ce soit trop acerbe, trop acrimonieux, voire agressif, par rapport à ce que j'avais envie aussi de transmettre de positif en fait comme message. Et puis un essai, bah, outre le fait que nous avons déjà des brillants essayistes, hein, d'ailleurs parmi nous et parmi nos auteurs, je me suis dit que je vais pas en rajouter une couche, et puis surtout pas tomber dans le sérieux de quelque chose qui pourrait devenir un peu rébarbatif, voire déprimant en fait. Parce que les essais les plus brillants que je lis ont toujours quand même pour effet de me déprimer profondément. Et donc là, bah non, c'est parti sur une fiction. Et ça m'a paru finalement particulièrement adapté parce que le réel en fait est devenu finalement plus grotesque que toutes les satires possibles en fait. C'est Et, vrai. euh, et donc je suis parti là-dedans, et j'y suis allé en fait à la fois pour conjurer mes angoisses et pour m'amuser, pour essayer d'avoir une espèce de voilà de distance, d'ironie vivante, une espèce avoir une espèce de rire de survie, de rire de résistance par rapport justement à ce réel qui commence à s'auto-parodier en fait dans tous les domaines. Et je dirais que voilà, finalement j'ai fait pour reprendre le mot de Philippe Muret, j'essaie de mettre finalement le réel entre guillemets, juste parce que de toute façon il est déjà suffisamment parodique par lui-même, suffisamment grotesque par lui-même, pour qu'on puisse en rire en fait. Voilà, c'était donc il n'y avait pas d'idée préconçue, j'avais pas de plan préconçu. Mais bon, voilà, j'ai surtout essayé de prendre du plaisir et de la joie en fait à l'écrire, et j'espère de transmettre cette joie en fait bah, au lecteur. Je voulais pas le déprimer, j'avais pas la prétention de le rendre lucide. De toute façon, je crois que beaucoup de gens sont maintenant lucides. Beaucoup de gens en fait, hormis en fait une caste de dégénérés qui nous gouvernent, je crois que beaucoup de gens ont saisi en fin de compte dans quelle folie furieuse en fait notre époque se complaisait. Et voilà, je voulais un petit peu bah, m'adresser à cette majorité invisible, cette majorité, je dirais, oui, dont je fais partie, voilà, pour essayer de leur donner un peu de baume au cœur, quoi, et d'envie de rire et d'envie de résister, de vivre, en fait. De ne pas céder à la morosité, de ne pas céder je dirais, à cette espèce de grande, Ce marasme ambiant, quoi. voilà, ce marasme ambiant. J'avais envie voilà, de dire aux gens, bah, enfin, ne cédez pas à la peur, à la honte, à la propagande, ne vous Mmh. laissez pas intimider, ne vous laissez pas culpabiliser, mais riez quoi, riez de bon cœur, aimez, faites l'amour, faites des enfants, parlez haut, parlez fort, voilà, allez en joie parce que de toute façon, la modernité déteste la joie, et C'est bien vrai. la bonne façon d'y échapper, c'est précisément d'aller en joie, quoi. Voilà.
Alors en plus du côté rafraîchissant de ce livre, moi il y a une question, et je pense qu'il y a une question de pas mal de personnes, en tout cas peut-être de ma génération, voire de la génération qui a grandi avec les Astérix, qui se pose la question, est-ce qu'il y a il y a une idée, il y a un jeu de mots, ou il y a une référence, on va dire, à la fameuse potion magique d'Astérix et Obélix dans ce titre, et justement, parce que j'aimerais qu'on parle du titre, euh, en plus de cette référence ou pas, si elle existe, qu'est-ce que ça recouvre pour toi, ce titre Potion Magique? Qu'est-ce que tu as voulu faire revenir par rapport au pitch que tu nous as présenté tout à l'heure? Qu'est-ce que tu as voulu faire ressortir avec ce titre Potion Alors, Magique? ouais, alors en effet, bon, en fait, c'est un titre, bon, que j'ai mis, il y a évidemment un petit clin d'œil à Astérix Obélix, parce que il y a un côté, en fait, il y a un côté un peu paillard et village bourgeois, bah, non, lapsus, mais non, mais un côté village gaulois, je voulais dire, voilà, un côté village gaulois, et puis justement profondément anti-bourgeois dans ce livre. Il y a un côté enfin, rabelaisien, paillard, païen, et puis alors bon, ça c'est pour voilà cette dimension un peu voilà de banquet gaulois, quoi, un côté banquet gaulois, fête quoi, fête gauloise. Et puis alors au départ, j'avais hésité entre au départ, j'avais pour idée remède au pluriel comme mot. Alors c'est un peu sérieux, en effet, un peu trop sérieux, C'est mais un peu moins vendeur. ouais, c'est un peu moins vendeur, effectivement. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il me semble qu'un des fils conducteurs du roman, c'est qu'on a affaire à des personnages qui cherchent tous quelque part un remède à leur mal-être, un remède à leur souffrance d'exister en fait. Et ils le trouvent de différentes façons. Certains, c'est dans la drogue. Il y a des personnes voilà, dans la drogue, dans l'alcool. Certains, c'est dans le pouvoir, dans la richesse, dans la domination, dans la cruauté même. Il y a une ivresse et une jouissance dans la cruauté de certains personnages qui cherchent à justement trouver un remède à leur mal-être là-dedans. Et puis il y a aussi d'autres remèdes beaucoup plus positifs. C'est le remède de l'amour, le remède de l'amitié, le remède du lait maternel aussi, parce que c'est aussi un roman sur la parentalité, sur l'amour parental, l'amour conjugal, sur la transmission. Euh, voilà, et ça me paraissait assez iconoclaste de notre époque, No Child, voilà, No Kids, où finalement on a l'impression aujourd'hui qu'on est dans une espèce de grande cérémonie funèbre en fait, où on veille les morts. Et ben j'avais envie de cette irruption de vie, et en fait, bah voilà, la potion magique, c'est aussi, j'espère, le roman lui-même qui donne un petit peu d'énergie, de vivacité, d'envie, voilà, d'envie de vivre quoi. Et, Oui, c'est clair, et on se réjouit de. Alors moi, actuellement, comme vous le voyez, je suis pas à la maison, donc j'ai pas encore eu l'occasion de mettre la main sur le livre. J'attends, je serai présent également pour donner un coup de main à l'organisation, etc. Je serai présent au salon du 13 décembre, donc je me réjouis de mettre la main dessus à cette occasion-là. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas, vous pouvez également vous le procurer. En plus, c'est bien, on l'organise exprès. Vous voyez, une dizaine de jours avant les fêtes de fin d'année. Donc comme ça vous permet de faire les derniers cadeaux en tout cas, à offrir. J'ai envie de dire, au niveau du public, c'est tout public, ou c'est uniquement pour un public adulte et averti, Jérémy, plutôt un ou public. des adolescents de 15-16 ans peuvent le lire? Alors non, quand même, c'est un public, je dirais adulte et averti, parce que c'est quand même assez trash, hein, je cache pas. Il y a D'accord, tu t'es lâché. Donc c'est ouais, adulte ouais, uniquement, c'est quoi. trash, hein, c'est quand même bon, il y a pas c'est assez violent, il y a du cul, excusez-moi du terme, hein, mais bon, voilà, c'est gaulois, Ok. quoi, hein, voilà, voilà. Voilà. Sans pornographie, hein, il y a pas une espèce de, enfin, c'est pas il y a pas des prétextes à la pornographie, comme on peut trouver par exemple chez Houellebecq, et cetera. Et surtout que non, en plus, le sexe est traité toujours de manière aussi, j'espère, drôle et ludique. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé beaucoup de plaisir à écrire, c'est le côté raté, c'est très plaisant pour de décrire en fait le sexe quand c'est nul, quand c'est raté. Donc il y a ce côté-là, quoi, je trouve, qui est sympa. Un côté Bruno Le Euh, Maire, quoi. ouais, bah écoute, bah en même temps, alors là, et en plus, il y a un petit clin d'œil à Bruno Le Maire. Je vous laisse découvrir dans Ah! le roman, bien entendu, je ne pouvais pas l'éviter, quoi. Et Alors, bien entendu. Alors, pas explicitement, hein, je ne cite pas Bruno Le Maire, mais enfin bon, je pense que les initiés s'y reconnaîtront. Voilà.
Mais non, je dirais pour un public plutôt, oui, je dirais, adulte à partir de 20 ans, voilà, et qui a déjà aussi, je sais pas, c'est une conscience un peu une conscience politique, un certain, heu, hem, une inquiétude aussi, je pense, une angoisse par rapport à l'avenir, par rapport, au lendemain, enfin et voilà, mais non, pas pour des tout jeunes gens quand même, non. Voilà, je pense pas. Donc voilà, donc un cadeau marrant pour Noël, mais pas pour les enfants, quoi. C'est Pas ça pour les en tant que enfants, je dirais, en mais pas pour les même pas enfants aussi bien en âge que pour les enfants au sens intellectuel du terme. Parce que, ouais, il y a d'accord. aussi des gens Certain de recul. 60 ans qui n'y comprendront rien, non pas parce que c'est pas clair, hein, c'est très clair, mais je crois que, bah, des gens pourraient se laisser choquer, trouver ça, scandaleux même, ce que je raconte. Donc voilà, c'est en effet, c'est pour les adultes, au Mais sens nous physique avons et un moral du terme. public Et nous voilà, avons et un nous public averti au Cercle Aristote, on sait, on vous connaît. Dernière question, moi qui m'intéresse, Jérémy, pour cette petite capsule, voilà, vu que tu es le premier à passer, moi il y a quand même une question qui me brûle les lèvres, vu que bah, c'est la famille, on les connaît. Comment est-ce que tu as pitché, et comment est-ce que tu as convaincu Pierre-Yves d'éditer ton bouquin, lui qui est plutôt spécialiste d'essais ou de grandes fresques, voilà, de grands livres historiques, etc., etc. On parlera du Battistini qui fait 800 pages et tout. Comment est-ce que tu es arrivé bonjour Pierre-Yves, voilà, j'ai mon roman Potion magique, ça parle de ça et ça. Comment est-ce que tu lui as pitché le truc? Alors, ce qui est formidable, c'est que j'ai pas eu du tout à le convaincre. Alors, en fait, non, ce qui s'est passé, c'est que, en effet, j'étais déjà dans l'écriture, de ce roman, lorsque Jaune, en fait, d'Éric Desmond s'est sorti. Et moi, Voilà. j'ai vu un signe du destin, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, moi, j'aime beaucoup, hein. En plus, j'adore cette maison d'édition. Je trouve que les livres sont très beaux. Vous verrez, c'est de très belle facture. Il y a une belle main, il y a un beau papier. Je salue aussi Oui. Alain, hein, Alain Roux, qui a fait un travail de mise en page formidable. Voilà, c'est des très beaux livres, hein, et moi j'aime beaucoup. Et j'avais envie de publier dans cette collection, parce que bon, bah, comme ça peut se voir, je suis quand même un amoureux des livres et j'aime beaucoup cette collection. Et il s'est trouvé que lorsque j'ai vu que bon, j'avais pas du tout l'idée de publier chez Perspective Libre, parce que bon, on publie des essais, etc. Et quand j'ai vu que ben, un roman était sorti, je me suis dit ça, c'est un signe du destin. Je suis en train d'écrire un roman et je veux publier chez Perspective Libre. Et donc un soir, bah, à l'issue d'une conf du cercle, bah, je dis à Pierre-Yves, je suis en train d'écrire un roman qui devrait terminer, voilà, dans les semaines qui viennent. Et je lui dis, bah écoute, et il y a que toi qui peux le publier. Elle me dit, ah bon, pourquoi? Je dis, bah parce que je crois que c'est trop scandaleux pour pour d'autres maisons d'édition. Voilà, donc je lui dis, mais voilà, je veux pas jouer sur la corde affective en me disant, ouais, s'il te plaît, puis moi, je te l'envoie. Tu me dis, si ça te plaît, si ça te fait rigoler, voilà, et puis voilà, je l'ai envoyé, et puis contrairement, bah, à beaucoup des maisons d'édition, la plupart des maisons d'édition qui ne répondent jamais, et puis ou les quelques-unes qui de temps en temps ont la courtoisie de répondre de manière bah, négative, bah, Pierre-Yves au bout de quelques semaines, voilà, m'a dit, publication en septembre si ça te convient, l'ami. Voilà, laconique, et bien Ouais, évidemment, c'est ça. c'est Exactement. On a la donc bah, on se réjouit en tout cas de le découvrir. Si vous ne l'avez pas encore, découvert ou si vous êtes, intéressé, justement voilà, un très beau cadeau de Noël, hein. Alors pas uniquement, hein, évidemment, vous pouvez l'acheter juste oui, pour le oui, plaisir, mais là, en l'occurrence, ça tombe bien dans les exactement, sorties. À vous ouais. procurer chez Parti Libre, à vous procurer en ligne, sur les réseaux. Éventuellement, si vous ne pouvez pas venir au salon, le salon du 13 décembre prochain, à la 10 rue Croix des Petits Champs, vous pouvez le commander chez votre libraire. N'oubliez pas, c'est une période très importante où les petits libraires font plus de 25% de leur chiffre d'affaires annuel. Donc, n'hésitez pas à les faire, si vous avez quelques achats de livres à faire, notamment le Potion Magique, n'hésitez pas à les faire vivre. Jérémy, merci beaucoup. Et puis, bah, de toute façon, on se Juste, retrouve excuse-moi, je me permets aussi, et aussi venez les lundis soirs au cercle pour les oui, bien sûr. conférences, parce qu'en plus, bah, voilà, les livres, ils sont en vente, voilà, est disponible, Voilà. voilà.
Mais si vous êtes un travail spécial, vous pouvez pas venir en semaine, notamment sur Paris, mais que vous pouvez venir voilà, le 13 décembre parce qu'on a dit la date en avance, vous pouvez vous organiser, etc. Ben, ce sera l'occasion de se voir. Jérémy, merci beaucoup. Et puis, Bah, ben, merci à toi Nicolas de cette invitation. Et puis bonne soirée à tous et à très bientôt. Voilà. Au revoir. on continue cette émission des auteurs avec voilà, un ancien maître de conférences, de droit public, hein, quelqu'un qui a roulé sa bosse pendant des années et des années. On est très content d'éditer. C'est monsieur Paul Dubouchet. Paul Dubouchet, bonjour. Bonjour. Vous nous venez cette année avec la révélation chrétienne de la violence chez René Girard, un livre, un essai qui a un but pour donner une synthèse de la doctrine chrétienne de René Girard. Vous serez également présent, vous le confirmez ici, au Salon des auteurs du 13 décembre pour en discuter avec les auteurs. C'est juste, hein, vous serez là le 13. Tout à fait, oui, oui. Ah bah, on se réjouit de voilà pour les gens qui voudraient parler de René Girard avec Paul Dubouchet, vous êtes les bienvenus. Monsieur Dubouchet, est-ce que vous voulez nous expliquer d'où est venue cette idée de vous intéresser? Alors j'imagine que c'est depuis longtemps parce que c'est une grosse synthèse. Hein, il y a beaucoup de travail. Vous intéresser à un auteur aussi on va dire aussi connu et aussi mythique que René Girard. Eh bien, écoutez, je suis venu à René Girard très récemment. Je ne le connaissais presque pas avant 2014. Je l'ai découvert seulement en 2014 et je m'en vante, un néophyte de René Girard. Je l'ai été en 2014. J'espère l'être resté parce que on critique beaucoup le zèle du néophyte, mais dans le zèle du néophyte, il y a une fougue qui est celle de la jeunesse et qui permet d'écrire et de réfléchir. Et voilà. Découverte récente, à côté bien sûr des vieux girardiens qui ont pu suivre son œuvre depuis 1961, son premier ouvrage. Donc je suis venu à Girard très récemment. Et ça a été une révélation, comme pour beaucoup évidemment de lecteurs de Girard. Et là, j'ai pu le rattacher à mes recherches antérieures, notamment à mes recherches sur la philosophie de la religion de Hegel. Et le point commun, c'est une apologie du christianisme que fait Hegel de son côté d'un point de vue purement, disons, logique et conceptuel. Et Girard lui donne un contenu anthropologique dont le centre, disons, est le sacrifice. Et c'est ce rapport, alors, très intéressant parce que Girard s'est toujours opposé à Hegel, a fait une critique acerbe de Hegel et de l'hegelianisme. Et moi, paradoxalement, c'est par Hegel et le christianisme que j'en suis venu très récemment, pour moi, à René Girard. Voilà. Ouais, c'est hyper intéressant, évidemment. René Girard, un auteur dont on a beaucoup entendu parler, qui est revenu un peu à la mode. Hein, c'est un peu les auteurs font par vagues. Hein, des fois, il y a des décennies, on n'entend pas parler, et il y en a d'autres où ils reviennent à la mode. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans ce livre, donc dans cette synthèse, donc sur la révélation chrétienne de la violence, sans voilà, c'est pour donner envie aux gens de se le procurer ou de s'intéresser à ce livre, mais qu'est-ce que vous avez voulu montrer dedans, de quoi ça, quelle est la question de fond principale, sans tout révéler, bien sûr. Hein. Oui, oui, bien sûr. Écoutez, euh, j'avais donc, alors, cette fougue, je vous disais, du néophyte, 2014, il m'intéresse tellement que je lis un peu, j'essaie de lire ce qu'il a écrit, ce que les auteurs en ont pensé. Et bon, j'ai retenu, il y a 11 grands livres chez Girard, depuis le premier, Mensonges romantiques et vérités romanesques de 1961 jusqu'à son dernier, Achevé Clausewitz, de 2007. Donc 11 grands livres. Et figurez-vous, la révélation chrétienne, puisque mon point de départ était la philosophie de la religion de Hegel et de Girard, eh bien, je me suis aperçu que cette révélation chrétienne le suivait du début à la fin. C'était donc le fil conducteur, c'était le fil d'Ariane, comme j'ai dit, et qui permet donc, sans parler du fond du problème, bien sûr, qui est essentiel, la révélation chrétienne,
de la violence, ça permet de parcourir rapidement l'œuvre de Girard. Vous voyez, de la balayer, si je peux me permettre cette expression vulgaire, du René début à la Girard. Balayer René Girard. Ça, c'est intéressant. Au moins, c'est éclectique. fin. Oui, 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 d'autant plus que Girard, vous le savez, est un balayeur. C'est un balayeur parce qu'il balaye beaucoup d'idées reçues, ce qui ne l'empêche pas d'être également un constructeur, parce qu'il apporte beaucoup de nouveautés. Chacune de ses découvertes est un renversement. C'est pour ça que je dis, il renverse les tables, il brise les vitres. Et c'est ce qui m'a beaucoup intéressé chez lui, c'est cet aspect paradoxal, cet aspect anarchiste, dans le bon sens du terme, un anarchiste qui, toute sa vie, a combattu la violence. Oui, c'est ce qui est intéressant. Alors, oui, Oui, non seulement c'est très intéressant. Est-ce que c'est moi, je pense au lecteur, peut-être, à qui est recommandé, voilà, quel est le public cible de ce type de livre? Est-ce que c'est pour des étudiants qui veulent découvrir, avoir une première synthèse sur René Girard? Est-ce que c'est pour des lecteurs plus avertis? Est-ce que c'est pour tout public? Est-ce que c'est quand même un livre d'une certaine complexité? Évidemment, il vient de sortir, j'ai pas encore eu l'occasion de m'y pencher dessus, mais voilà, quel est le type de public visé avec votre ouvrage? écoutez, je veux être prétentieux. Je vise le public le plus large. Et on m'a reproché mon caractère didactique. C'est vrai, je le reconnais, j'ai une tendance à vouloir tout expliquer, mais je pense qu'il faut faire comme ça, il faut faire comme si notre lecteur ne savait rien et tout repartir à zéro. J'ai cette tendance et donc je m'adresse pas seulement aux étudiants, mais j'espère m'adresser, disons, à tout le monde. Comme Descartes, quand il écrit le discours de la méthode, il l'écrit en français pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. Voilà, accessible au plus grand nombre. Donc ça Et c'est bien. j'essaye Oui, allez-y, oui. d'être simple, d'être clair, d'expliquer chaque mot, même si parfois c'est redondant, voilà, il faut expliquer. Il faut pas employer des mots, des grands mots, sans les expliquer. Oui, et puis Faire comme surtout, si le lecteur ne les connaissait pas. Voilà. Alors exactement. évidemment, on passe pour un imbécile, mais vaut mieux passer pour un imbécile et être compris que de passer pour un esprit supérieur et que personne n'y comprend rien. Ça, Voilà. c'est tout à fait vrai. Et en plus, ben, c'est pour ça qu'on est très content de vous éditer à Perspective Libre, parce que ça fait partie de l'aspect éducation, enseignement, formation politique et littéraire, philosophique, voilà, tout ce que vous voulez qu'on a. Et donc, on est très content d'avoir une synthèse sur l'œuvre de René Girard. Donc, quelque part, c'est un livre qui se prête bien à des cadeaux de Noël, voilà, si on veut l'offrir, vu que c'est la saison, hein, là, au moment où on enregistre cette émission, dans un Alors tout mois, à fait, on a tout à fait. D'autant plus, vous savez que Girard est né un 24 décembre 1923 et qu'il est né le jour de Noël et que dans ses prénoms figure Noël. Oui, donc ça serait un cadeau de Noël très très bienvenu. bah, il aurait eu quelque part 102 ans cette année, René Girard. Donc on a festé le Oui, centenaire de René Girard et il y a pas longtemps. tout à fait. Et alors, il y a un anniversaire, bon, moins gai, c'est son décès, puisque il nous a quittés fin novembre 2015. Ça va faire 10 ans dans quelques jours. Ouais, donc, au moment où on enregistre, ça fait justement les 10 ans. Donc c'est une bonne temporalité, je trouve, de sortir une synthèse de certaines de ses grandes idées ou de son œuvre 10 ans après sa mort. Ça permet d'avoir un peu plus de recul, mais voilà, de toujours faire vivre Tout à fait, tout la à pensée fait. de ce Et penseur du 20e siècle. Allez-y, oui. tout, tout à fait. Et pour qu'il ne s'oublie pas, pour qu'il ne tombe pas dans l'oubli, parce que malgré, c'est vrai, la grande notoriété qu'il a, moi je pense qu'une œuvre de cette importance n'est pas reconnue à sa juste valeur. Ça devrait tout chambouler. Euh, les politiques devraient s'en inspirer, devraient non seulement s'en inspirer, mais au moins non seulement en tenir compte. Et vu qu'il a toujours voulu combattre la violence, ça pourrait peut-être aider à pas résoudre, ça serait prétentieux, des problèmes, mais enfin, au moins les apaiser, peut-être. Oui. Est-ce que, C'est oui.
Est-ce que vous trouvez que actuellement, pour rebondir sur ce point, est-ce que vous trouvez actuellement que René Girard n'est pas assez considéré, que ce soit dans la sphère publique ou dans la sphère universitaire, par rapport à son œuvre? Oui, oui, il n'est pas assez. Bien sûr, il est cité souvent, mais par exemple, vous savez, il y a eu dernièrement cette polémique célèbre aux États-Unis Mhm. où les conservateurs, je ne sais plus comment on les appelle, ni ce que ça regroupe exactement, mais certains se sont réclamés de Girard. Alors la polémique a consisté à dire non, c'est un plagiat, c'est une caricature. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Enfin, ça c'est un autre problème, si vous voulez, qui nous emmènerait en dehors de notre révélation chrétienne de la violence. Que- Dans, oui. dans ce livre. Qu'est-ce que ça recouvre, ce titre? Parce que, ben, évidemment, vous auriez pu en avoir plein de différents, mais justement, cette révélation chrétienne de la violence chez René Girard. Alors, René Girard, on en a déjà pas mal parlé, mais qu'est-ce que ça recoupe, ce titre, pour les gens qui découvrent, qui connaissent pas forcément René Girard, et qui se disent, mais la révélation chrétienne de la violence, qu'est-ce que vous avez voulu montrer avec ce titre? Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, donc, comme j'avais vu l'importance de la pensée chrétienne chez René Girard, évidemment, je me suis un peu focalisé là-dessus. Et je me suis aperçu que dès son premier livre, le Mensonge romantique et vérité romanesque de 1961, déjà on a un pressentiment de la révélation chrétienne, de même qu'on l'a dans son deuxième grand livre, 72, La violence et le sacré, Mhm. livre considérable. Vous savez, il dit que les 11 années qui séparent Mensonge romantique de La violence et le sacré, ces 11 années ont été les plus importantes de sa vie. Parce que il a pu faire le rapport entre la littérature, ce que la littérature lui avait appris sur le désir mimétique, et l'ethnologie et l'anthropologie. Il a pu appliquer cette rivalité mimétique à tous les problèmes sociaux, politiques, de guerre qu'on peut trouver chez tous les peuples de la Terre. Vous voyez, il a voyagé au cours de ses 11 ans, il a travaillé, il a beaucoup réfléchi, et il dit c'est la période la plus importante de sa vie, hein, ces 11 années. Mhm. Donc, on retrouve, mais dans la violence et le sacré, il n'est pas encore question de christianisme, bien que ce soit sous-jacent, hein, en filigrane. Il est question de religion. Et là, c'est cette découverte formidable, c'est que la religion, contrairement à ce qu'on croit, il renverse les tables. La religion, c'est pas la religion qui est la cause de la violence, il dirait plutôt le contraire, c'est la violence qui est la cause de la religion, parce que les religions archaïques ont voulu juguler la violence en sacrifiant un bouc émissaire. Vous voyez, donc elles ont eu recours au sacrifice, c'est-à-dire à la religion. Et il fait cette découverte essentielle, c'est que la religion est un mode de gestion de la violence. C'est, alors, je trouve la formule magnifique, elle est chez Girard, mais je n'arriverai pas à la situer dans son œuvre précisément, mais je suis sûr d'avoir vu, la religion est une science de la violence. Et cette formule est extraordinaire. Je la mets en rapport avec la, la célèbre définition, enfin, le célèbre, peut-être pas tant que ça, que donne Machiavel de la guerre. Il dit la guerre est la science de ceux qui gouvernent. Exactement. Et on va revenir justement à la fin de l'œuvre de Girard, H.W. Clausewitz. Il découvre le sens religieux d'H.W. Clausewitz, le sens chrétien. Et je pense qu'on a une clé si on rapproche ces deux formules, la religion, science de la violence, et la guerre, science de ceux qui gouvernent. Vous voyez, ces deux définitions de la science, évidemment, c'est pas la science, je vais dire, des savants, des scientifiques, si, pourtant, mais c'est la science de ce que Hayek appellerait l'ordre spontané, c'est-à-dire la science qui vient des générations antérieures, qui a été formée, qui a été Mhm. euh, aiguisée par le passé. Il y a eu une apologie du passé, évidemment, dans mon œuvre. C'est toute cette question de Dans l'acquis.
l'acquis C'est des ça. générations précédentes, etc. Tout à fait, tout à fait. Oui, Eh ben, cette, oui. eh ben, cette question et beaucoup d'autres, évidemment, dans ce livre sur René Girard. Je rappelle le titre, vous le voyez en incrustation dans la vidéo. On remercie évidemment les équipes techniques. La révélation chrétienne de la violence chez René Girard. Un livre qui fait une magnifique synthèse de certaines doctrines de René Girard. Donc, comme vous l'avez dit, Monsieur Dubouchet, si vous n'êtes vous n'avez pas besoin d'être un agrégé de philosophie ou de littérature française pour le lire et comprendre. Et donc, on vous remercie pour ce travail. Et surtout, on se réjouit de vous voir et de vous rencontrer pour les gens qui voudraient vous rencontrer, vous faire Oui, oui. dédicacer évidemment le livre pour discuter de René Girard et de plein d'autres sujets, puisque voilà, vous avez plein d'autres sujets de prédilection avec vous. Ce sera le 13 décembre de midi à 20h à la 10 rue Croix des Petits Champs à Paris. Vous y serez bien évidemment. Et évidemment, j'imagine que vous serez ravis d'en dédicacer si vous avez l'occasion. Ah ben bien sûr, avec plaisir. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour en parler et surtout, on se voit très prochainement en direct. Je serai également à Paris ce jour-là pour Eh bien, m'occuper des cercles Aristote. Merci, je monsieur. vous en prie, c'est avec plaisir que je vous rencontrerai le, le 13 décembre à 13 Paris. décembre. Merci beaucoup. Merci. On continue cette émission spéciale des auteurs en compagnie de quelqu'un que vous ne pouvez pas voir actuellement à l'écran parce qu'il n'a pas de caméra tout simplement, mais c'est pas grave puisque on va parler de son livre et on est ravi de le recevoir sur la chaîne. Son livre est sorti il y a déjà un petit moment sur la chaîne du Cercle Aristote et aux éditions Perspective Libre, mais on voulait absolument en parler. C'est monsieur Michel Arouimi. Michel, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle, vous êtes maître de conférence habilité en littérature comparée à l'Université du Littoral et vous avez sorti aux éditions, donc en 2025, aux éditions Perspective Libre, L'empreinte du nazisme au XXIe siècle, woke, féministe, écolo, 3 petits points, ce qu'ils lui doivent. Un titre justement dont Pierre-Yves a été particulièrement friand, qui a fait particulièrement parler. Alors, comment vous avez... Alors, voilà, 2 questions très importante. Un, comment ça vous est venu de travailler sur un sujet comme ça? Et deuxièmement, après, on racontera de quoi ça parle plus précisément afin de donner aux les gens qui l'auraient pas encore, pas encore procuré, s'ils voudraient dans. Mais comment vous êtes arrivé à traiter ce sujet-là, Michel? Oui, eh bien, contrairement à ce que le titre laisse imaginer, ce n'est pas un livre d'historien sur le nazisme. Simplement, malgré mes recherches, ou plutôt grâce et à travers mes recherches littéraires, j'ai une attention particulière pour le monde qui m'entoure, pour la société qui m'entoure, avec ces innovations résumées dans le sous-titre de l'ouvrage, sous-titre d'ailleurs qui n'est pas de moi, mais de Pierre-Yves Rougeron. Et donc tous les problèmes actuels qui m'inquiètent me paraissaient énigmatiques. Et le hasard a fait que j'ai trouvé des réponses à mon propre questionnement en m'intéressant au nazisme. En effet, tous les aspects de la société contemporaine peuvent s'expliquer comme des rémanences, ou je dirais même des prolongations du nazisme. Et j'ai d'autant mieux flairé que les nazis eux-mêmes, les plus grands d'entre eux, avaient dans l'idée que même leur défaite quasiment programmée, ou du moins prévue, était une porte ouverte sur l'avenir, un avenir rempli de ces résurgences que je me suis plu à analyser. Alors dans le domaine de la société, de la culture, dans la vision que nous avons du sacré, dans la place de l'islam dans notre monde, et dans l'essor de la technique, et même dans le bio, dans la vogue du bio, etc. Parce que les gens pourraient se poser la question, est-ce que vous avez, Michel, un goût particulier pour la provocation ou pas du tout? Simplement que ça s'est fait, selon vos études de littérature comparée. C'est extrêmement difficile de répondre.
Moi, je ne me sens pas du tout un provocateur. Justement, c'est ça, c'est Je pour ça que je pose la suis, question, parce que vous vous sentez pas provocateur. oui, non, je suis en quête de, en quête de la vérité, une vérité transcendantale à travers Rimbaud, Ramu, Melville et tant d'autres génies que je ne finirai pas d'énumérer. Et cette vérité, justement, dans notre monde, elle est opacifiée, elle souffre de, des innovations de la société. Et justement, d'où en fait mon intérêt, qui n'est pas un intérêt de voyeur ou de critique sur la société où je suis plongé. C'est un regard un peu désespéré. Euh, et je m'interroge justement sur, sur le pourquoi de cette de ces avanies faites à cette vérité dans notre monde. Eh ben justement, donc comme je dis, le titre et le contenu de l'ouvrage m'ont passionné. Il y a un autre point qui est très très intéressant, c'est comme vous l'avez lu, on va dire, il y a l'aspect historique. Vous n'avez pas fait pour l'aspect historique, mais il y a l'aspect miroir entre les deux sociétés, parce qu'aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que les catégories dont on parle, et il y en a plein dans le livre. Alors après, c'est des catégories un peu générales, mais voilà, on parle du multiculturalisme, on parle des flux migratoires, on parle des gens, on va dire, qui défendent un certain nombre d'idées, qualifient le pire qualificatif qu'ils peuvent vous donner, c'est vous traiter de nazi, vous traiter d'extrême droite, de machin, etc. Et donc là, il y a un miroir assez intéressant en réaction. Je ne sais pas si vous voulez le commenter, c'est d'avoir justement cet aspect des gens qui défendent le wokisme, le féminisme, l'écologie, tous ces points-là, et on peut être d'accord ou pas avec eux. Pour eux, le plus grand mal, c'est le nazisme, et vous faites un truc en disant, mais en fait, vous êtes les enfants ou le miroir de ça. C'est Ben, assez perturbant, en tout cas, c'est assez incroyable. je serais très amusé qu'on me traite de nazi. Vraiment, ça me donnerait une crise de fou rire. Mais vous parlez de miroir, et le miroir, en fait, alors je vais donner des exemples de ce miroir. Allez-y, allez-y. Euh, Par exemple, euh, la haine des curés que Hitler et les siens avaient pour les curés, qui, disait-il, un jour creuseront leur tombe, la Bible jugée absconse par Goebbels. Eh bien, en fait, cette vision très dépréciative de la tradition, elle est omniprésente parmi les mouvements que vous venez de citer. Alors, puisque nous parlons de la Bible, euh, à contrario, l'islam, euh, dont aujourd'hui, qui est très envahissant et qui est très défendu justement par ces mouvements, eh bien, Hitler avait l'idée d'une islamisation des Germains par un phénomène d'influence à double sens qu'il avait prévu. À son époque, ça paraissait absolument impossible, et c'est exactement ce qui se passe, pas seulement en Allemagne, mais dans l'Europe d'aujourd'hui. Alors ça, ce sont pour les aspects les plus les plus chauds, mais il y a aussi des aspects plus moins apparents. Par exemple, la société contemporaine, la femme maîtresse de son corps, euh, la famille totalement déconstruite. Eh bien, tout cela était en germe dans l'optique et dans les pratiques des nazis. Alors ça, voilà, j'en passe le terme, et vous comprenez bien que je suis totalement et viscéralement opposé à ce point de vue. Donc on aurait tort de me traiter de nazi. Les nazis, ce sont ceux qui font effet qui sont qui font, qui sont associés aux nazis dans un effet de miroir que vous avez indiqué il y a 3 minutes. Exactement. Une autre question qui est avec un titre pareil et un contenu voilà, de cette nature. Selon vous, à qui est-ce que vous adressez ce bouquin? Est-ce que vous adressez ça aux jeunes? Est-ce que vous adressez ce bouquin à des militants, ou au contraire à des gens avec un peu plus
qui ont déjà un peu plus de bouteilles ou de formation. Voilà, quel est le public cible, ou alors le plus grand public, ça peut être aussi un truc général, mais quel est le public cible de votre ouvrage? Il n'y a pas, enfin, je suis universitaire, donc j'ai l'habitude de faire cours pour des étudiants, mais Mhm. aussi j'écris pour être lu par mes pairs, donc par des collègues. Donc mon travail s'adresse, je pense, à tout le monde. Et en fait, j'avais une idée à ce propos, mais elle me fuit. Euh, c'est que il y a aussi, c'est aussi un travail d'écriture, euh, une volonté de convaincre. Je ne sais, alors j'avais une idée, mais voilà, elle est perdue pour le moment. C'est pas grave, on y reviendra. Autre question que j'aime bien poser à nos auteurs, vous savez que le directeur le directeur de Perspective Libre, en tout cas le chef de la maison d'édition, c'est Pierre-Yves Rougeron. Comment est-ce que vous avez rencontré Pierre-Yves et comment est-ce que vous lui avez proposé le livre? Est-ce que c'est lui qui est venu vous chercher ou est-ce que c'est vous qui êtes venu en disant ce livre ne peut pas être publié ailleurs, il ne reste que vous voilà. Comment ça s'est passé un peu le processus pour mettre ce projet en branle pour arriver à ce bel ouvrage justement? Alors je suis malheureusement d'une franchise lamentable, donc je suis incapable de mentir, donc je vais vous dire la vérité. Une franchise D'abord, il y a deux confondante. choses. Ce livre aurait très bien pu être, enfin, aurait pu être pris ailleurs, avec des modifications, enfin, chez un grand éditeur, mais qui me connaît, et avec des modifications que je n'ai pas voulu apporter. Mais au départ, ce livre, je le destinais, je l'avais proposé à un éditeur avec lequel travaille Pierre-Yves Rougeron. Cet éditeur a apprécié l'ouvrage, mais bizarrement, il a changé d'avis. Et c'est Pierre-Yves qui me l'a appris, parce que Pierre-Yves était l'intermédiaire entre moi-même et cet éditeur, qui m'avait envoyé un mot charmant, mais ne voulait plus de mon livre. Et Pierre-Yves m'a dit qu'il était fort en colère et que ce livre, finalement, il pouvait s'en charger lui-même. Alors, un peu hébété, je Je lui ai connais dit, bien le... bien, d'accord. Et voilà, alors, donc, peu à peu, ça n'a pas été rapide, parce que au départ, mon livre avait une forme extrêmement différente. Je parlais beaucoup de films d'horreur. Et ce sont les films d'horreur qui ont été l'aiguillon de cette recherche. En effet, il y a beaucoup de films d'horreur qui sont le reflet de tous les problèmes qui me préoccupent et qui occupent cet ouvrage. Alors, l'ouvrage était très volumineux et Pierre-Yves m'a conseillé de retirer tout ce qui concernait, de retirer les commentaires de films. Et je pense qu'il avait parfaitement raison. Le livre est beaucoup plus fort maintenant, beaucoup plus concis, même si je me permets d'évoquer au moins le titre des films qui ont quand même été la matrice de ce travail. Voilà, j'ai répondu franchement. Non, mais ah non, mais c'est justement, c'est ça, pour ça aussi qu'on aime nos auteurs. Et j'ai envie de dire, c'est une raison de plus de soutenir les maisons d'édition comme Perspective Libre parce que ça permet, en soutenant les projets, en permettant de financer des projets futurs, parce que quand vous achetez un livre à la maison d'édition, il y a évidemment tout le livre, etc. Mais ça permet de l'argent mis de côté ou entre guillemets les quelques surplus, ça permet de financer l'impression et l'édition des projets futurs de livres qui ne seraient pas, en tout cas dans leur format tel que vous l'avez présenté, Michel, d'être financés, voilà, d'être présentés au public tel quel. Et donc, c'est important de financer des maisons d'édition qui ont encore du courage. Il y en a encore quelques-unes, dont Perspective Libre. Et j'imagine que, enfin, en tout cas, vous êtes d'accord, Michel, ça a permis d'avoir votre livre dans on va dire, à part le côté film d'horreur, effectivement, que voilà, où il y a eu quelques modifications du fait pour la clarté du sujet, mais ça a permis de se faire sortir le livre dans la façon dont vous vouliez. Euh, oui, alors pour rebondir sur ce que vous dites, ce n'est pas mon premier ouvrage et je suis extrêmement conscient des difficultés qu'ont tous les éditeurs, Oui, grands bien ou sûr. petits. Et quand je fais un livre, je vous assure, enfin c'est difficile de me croire, mais je suis comme ça, je suis plus préoccupé par les problèmes de l'éditeur que par les miens, que par mes petits problèmes d'auteur un peu narcissiques, si tant est que je le sois.
parfois je le pense, parfois je le pense pas. Voilà. Question subsidiaire, Michel. Est-ce que vous serez au Salon des auteurs le 13 décembre prochain ou pas? Oui, bien sûr, oui, oui, j'y suis Ah, invité, et ah, j'y serai. ben, j'espère bien. Donc, je rappelle la date, hein, donc je le fais à chaque fois, de 13 décembre prochain, 10 rue Croix des Petits Champs, de 12 heures, donc midi, jusqu'à 20 heures le soir. Et donc, vous serez présent. Donc, si vous voulez vous faire dédicacer un ouvrage par Michel Arouimi, ou vous le procurez, ou discuter de ces différents sujets avec lui, ben voilà, j'imagine que vous aurez plaisir à dédicacer votre ouvrage, ou en tout cas à en parler lors de ces salons. Je crois que je peux ajouter quelque chose. Allez-y, tout ce que vous voulez. Oui, en ce moment, je suis en train de lire un livre sur la technique, sur la technologie, et ça me fait penser que peut-être que l'aspect le plus pas intriguant, mais le plus intéressant de mon livre sur l'empreinte du nazisme, c'est le chapitre réservé à la technique dans ses formes extrêmement modernes. Je vous assure, le portrait que Rauschning ou Speer ont dressé de Hitler, vraiment Hitler est une sorte, pas une sorte, est une allégorie, une incarnation de la technique moderne. Donc là, c'est vraiment, vous imaginez toutes les questions qu'on peut à ce propos, toute la vision critique qu'on peut avoir de la technique à partir de cette intrigante allégorie que je souligne, que je suis le premier, je crois, à avoir montré. Est-ce que vous avez imaginé un Hitler cyberpunk, du coup? Euh, Cyber, oui, pourquoi punk? Je sais pas, c'est Vous avez dit des espèces de dystopies futuristes, hyper technologisées. euh, le mot, je vois pas à quoi pourrait ressembler un cyberpunk. Qu'est-ce que c'est qu'un cyberpunk? Justement, voilà, c'était ma petite blague pour terminer. C'était justement pour aller là-dedans, notamment, des mondes futuristes, dystopiques, ultra technologisés, avec plein d'enjeux justement liés à certains développements de technologie. Et vous avez des mondes justement qui existent. Alors il y en a des différents, mais qui ont comme point commun d'avoir des niveaux technologiques très élevés qui vont dans différents domaines et qui façonnent la société, qui la transforment d'une certaine façon. Et c'est souvent des allégories de problématiques actuelles liées à des dérives technologiques. Vous avez parfaitement répondu, c'est tout à fait ça. Euh, eh bien, le fait que la caméra n'ait pas fonctionné, c'est peut-être aussi une réponse tout à fait involontaire à cette mouvance qui n'est pas, qui est très actuelle, peut-être plus actuelle que futuriste, puisque je trouve que on est vraiment immergé maintenant dans cet univers dont je connais les avantages, mais on les paye très cher aussi, ces avantages. C'est clair. Et si vous voulez, si vous voulez vous procurer le livre de Michel, L'empreinte du nazisme au XXIe siècle, woke, féministe, écolo, ce qu'ils lui doivent, vous pouvez aller, soit si vous pouvez pas venir sur Paris pour le salon, vous pouvez le commander chez votre petit libraire. N'hésitez pas, je le répète à chaque fois, c'est le moment de l'année qui est très important pour leur survie, pour ceux qui existent encore. Donc on les salue et on les soutient. Et pour ceux qui voudraient justement vous le procurer en direct, qui ne l'auraient pas encore, mais qui seraient très intéressés, et notamment à discuter avec son auteur, le salon des auteurs, le 13 décembre, notez la date, et on se réjouit de vous y voir, Michel. Ben oui, j'y serai, je ferai votre connaissance puisque je ne vous ai même pas vu sur l'écran. Voilà. Eh ben, ce sera avec plaisir qu'on en discutera. Merci beaucoup, Michel, d'être, en tout cas, Merci à vous. en Merci à audio, vous. en audio, d'avoir fait l'effort d'être venu présenter pendant quelques minutes votre ouvrage et d'en parler. Merci beaucoup. Un nouvel auteur dans cette vidéo, puisque maintenant on va s'intéresser au nouveau livre de Julien Ottiero. Julien, bonjour. Bonjour, comment ça va? Merci.
Mais très bien, merci à toi, merci de nous accorder ces quelques minutes. Alors Julien, tu nous reviens avec un nouveau livre ce qui concerne Saint-Jacques de Compostelle. Le titre c'est Saint-Jacques, le chemin des alliances, Saint-Jacques de Compostelle, le chemin des alliances. Alors première question, basiquement, de quoi ça parle, voilà, dans les grandes lignes, sans raconter le livre, mais de quoi ça parle ce nouvel ouvrage? Ça retrace les 120 kilomètres de pèlerinage que j'ai fait donc sur le chemin des Anglais. Le chemin des Anglais est un chemin secondaire donc du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle qui part du port de Ferrol en Galice jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Donc la toute fin du chemin en fait. Enfin la Alors, dernière partie, le dernier tronçon. si tu veux, il y a plusieurs chemins de Saint-Jacques et Oui, bien sûr. et donc là, c'est un chemin secondaire que j'ai pris qui s'appelle donc le chemin des Anglais parce que au Moyen Âge, les Anglais, les Allemands, enfin en gros les Européens du Nord débarquaient à Férol pour aller à Saint-Jacques de Compostelle. D'où le nom du chemin des Anglais. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un D'accord. chemin qui n'est pas très connu. On connaît plus le chemin des Français, enfin et le Ouais. chemin intérieur. Voilà. Et donc, la première question qu'on a envie de te poser, évidemment, c'est quand est-ce que tu as fait justement cette partie du pèlerinage, ces 120 kilomètres, ça date de quelle période? Donc, pour voir combien de temps il t'a fallu pour l'écrire et le Il m'a sortir. fallu 5 jours. Et donc, j'ai fait ça du 21 au 27 septembre 2023. Donc, c'était il y a 2 ans à peu près. Oui, voilà. Et donc, l'in- donc le 5 jours pour faire 120 km, c'est pas mal, ça veut dire à peu près une moyenne de 25 km Ouais. par jour, à peu près. Oui. Euh, quel a été le but? Qu'est-ce qui t'a motivé à aller sur ce chemin, à se faire ce chemin parce que beaucoup de gens font Compostelle pour des fois des différentes raisons. Quelles ont été les raisons pour toi qui t'ont poussé justement sur les chemins de Compostelle et particulièrement après sur ce chemin, on va dire, des Anglais que tu nous racontes dans ce livre? Ouais, parce que déjà, je suis un amateur de marche. Donc, faire Saint-Jacques, c'était un objectif de vie, on va dire. Et ensuite, ce récit raconte une quête, ou plusieurs quêtes. Une quête euh, de grandeur, une quête d'histoire, une quête aussi de beauté et de sobriété. Ce qui, pour moi, résume un peu Saint-Jacques de Compostelle, quoi. Et ensuite, à titre particulier, on va dire plus personnel, euh, je suis parti avec ma compagne et je voulais faire ma demande là-bas. Voilà. Ah, alors, est-ce que ça fait partie du livre ou Oui, pas? Parce qu'on va pas oui, spoiler ou c'est le pas. dernier Ah, chapitre. d'accord. C'est le dernier chapitre. Voilà. Alors, on va pas spoiler. Alors, on va pas spoiler, Julien. D'où le titre Euh, ou le chemin des alliances. ah, bah d'accord, donc on comprend. Mais il y en a plusieurs d'alliances. Donc, Oui, il y a plusieurs. quel type d'autres alliances voilà, parce qu'on va expliquer ce titre. Quel type d'autres alliances En fait, il y a dedans, à part l'aspect personnel, bien sûr. si tu veux, chaque jour de marche, le chemin, pour moi, m'a offert une alliance. Une alliance que je dirais qui est dans une optique renaissantiste. C'est-à-dire Ah, que, très bien. oui, parce que bon, je pense que vous savez un petit peu dans quelle situation on est actuellement, notamment en France. Et pour moi, le chemin, à chaque étape, m'a guidé, m'a offert donc une alliance qui pourrait être utile pour notre pays. Quelles sont-elles? L'alliance entre les anciens et le moderne, dans l'optique d'une renaissance. L'alliance entre des 4 éléments primordiaux de la nature, la terre, l'air, le feu et l'eau, et l'alliance du corps et de l'esprit, l'alliance avec l'histoire et l'alliance avec l'amour des grandes choses, qui est bien évidemment Saint-Jacques de Compostelle et sa cathédrale. Bon, après, bien évidemment, c'est développé dans le récit. Alors ça, on imagine bien, évidemment, c'est une belle aventure et on se réjouit de découvrir l'ouvrage. Est-ce que tu seras au Salon des auteurs le 13 décembre prochain? Malheureusement, je ne pourrais pas venir parce que j'ai des On obligations. Mais pourra pas faire- on pourra pas se faire dédicacer ton ouvrage samedi 13 décembre. Mais par contre, on pourra d'ici là, et j'imagine qu'il sera sorti, on pourra le commander ou pas encore. je pense, je pense.
En tout cas, un joli cadeau de Noël et d'aventure. Comment est-ce que tu en es venu? Parce que tu as fait plusieurs ouvrages. Est-ce que tu en es venu, à part du projet Sans de Compostelle, à le raconter? Comment s'est dessinée l'idée de l'ouvrage, justement, que tu l'aies fait justement en alliance? Est-ce que tu racontes, par exemple, d'une façon chronologique, jour après jour, ou est-ce Oui. que tu prends plus par thématique ou comme ça? Voilà, raconte-nous un petit peu comment s'est déroulée la construction de l'ouvrage. Bah, en fait, il est chronologique. Donc chaque jour, parle donc de cette alliance que m'a offert le chemin. Je tiens à préciser également que il y a un chapitre introductif qui concerne la France, puisqu'en fait le chapitre introductif c'est mon jour de départ, et donc je fais une petite réflexion donc sur la France actuelle. Voilà. Et donc Oui, après alors ça, chaque j'imagine. jour, il y a une alliance, correspond à une alliance. Voilà. Alors j'imagine bien, on va revenir justement sur ce chapitre de départ. Quels sont, tu avais parti justement de cet aspect, il y a quelques minutes, tu parlais de cet aspect renaissantiste et autres. Hein. Quel est le constat que tu fais et quelle part tu constates? Parce qu'il y a beaucoup de constats qui sont très négatifs au vu de la situation actuelle, hein, j'imagine bien. Il y a beaucoup de problématiques, de choses à régler. Qu'est-ce que toi tu veux faire ressortir justement de cette introduction qui après a donné l'élan au reste de ton parcours et du voyage? Donc parlons un peu de cette introduction. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Quels sont tes constats? Mon constat, donc je parle de la France et en fait le problème, je pars enfin comment dire, le principal problème que nous avons, c'est que nous nous aimons plus et nous n'aimons plus la France. Deuxièmement, je dirais que si je devais retracer la situation, je dirais que la France, je la résumerais en cinq qualificatifs. La France est veuve, la France est orpheline, la France est apeurée, la France est aveugle et elle est amnésique. Ça fait beaucoup pour une même personne. Ça fait beaucoup Ouais. pour un même pays, quoi. En fait, en quelque sorte, elle souffre un peu de sénilité. Nous souffrons un peu de cela. Voilà. Et face à cette sénilité, le chemin est une voie pour le ressourcement. Voilà. Donc c'est en quelque sorte une tentative aussi d'explication, enfin de retour aux sources pour retrouver tous ces problèmes, c'est-à-dire le côté amnésique, orphelin, veuve, etc. Machin. Tout à Alors, fait. veuve de quoi? Parce qu'on va pas tous les expliquer, mais là il y en a un Oui, ou deux non, qui je vais, je vais, m'intéressent. je vais être synthétique. Veuve, de sa souveraineté. Veuve de son Ok, ça, indépendance. on est d'accord, ça, ok. Veuve, après, veuve de sa souveraineté, donc après on le décline, souveraineté monétaire, souveraineté industrielle, etc. Elle est veuve aussi, je dirais, de son honneur. Parce que comme le disait Hegel, l'indépendance est la première des libertés, l'honneur suprême d'un peuple. Et en perdant son honneur, on perd son indépendance, et donc c'est la fin de tout. Après, je dirais orpheline. La France est orpheline d'une aventure collective. Euh, Apeurée, parce qu'en fait, la France a peur. Elle n'ose pas être, comment dire, affronter le monde toute seule. Elle recherche systématiquement des alliances qui lui nuisent. L'alliance avec les États-Unis ou l'alliance à travers l'Union européenne qui est comment dire, morbide pour elle, mais notamment l'alliance avec l'Allemagne. Et ensuite, elle est amnésique parce qu'elle oublie justement son histoire. Elle oublie que la France s'est construite contre les empires et qu'à chaque fois qu'elle joue la carte de l'empire, comme actuellement avec l'Union européenne, ça se paye à son détriment. Et ensuite, elle est aveugle parce qu'elle remarque pas que le monde est notamment le nouveau monde, on va dire, est en Asie et pas en Europe. Voilà. Et que, en gros, je dirais que pour être un peu provocateur, je dirais que la capitale de la France au XXIe siècle serait plus Nouméa que Paris. Voilà. Ah non, mais ça s'entend, et en tout cas, ces différents constats ou cette introduction parlera, je suis sûr, à beaucoup de nos lecteurs et de nos suiveurs. Une question que j'aime bien poser un peu pour terminer, c'est une fois que tu avais ce projet, que tu l'as mûri et que tu as proposé ce texte, comment tu es venu le pitcher et le proposer à Pierre-Yves, qui est pas forcément habitué à ce genre de bouquin? Je pense que
on connaît la relation qu'il y a avec ses auteurs et tout, qui aime bien les mettre en avant, etc. Mais ce type de bouquin, c'est pas forcément ce que les classiques qu'on fait au Cercle Aristote. Comment est-ce que tu es arrivé à lui proposer ça? Et en tout cas, moi, à titre personnel, je me réjouis de le découvrir en tant qu'amateur, mais en tant que lecteur. Mais comment tu as pitché ça et comment ça s'est passé et comment tu as tourné autour de la partie édition justement du livre? Bon, ça a été très simple. Je lui ai envoyé le manuscrit et pratiquement dans la journée, il m'a dit qu'il était OK. Donc, peut-être qu'il a confiance parce que En gros, c'est. il l'a pas lu. Il a vu le titre, il a lu la première page, il a dit c'est bon, Julien, on y va, quoi. C'est parti. euh, Il il a a pas peut-être lu. confiance parce que ça va être le troisième. Donc, Ouais, et on peut dire que, en quelque sorte, quand même, celui-là est quand même dans la continuité du deuxième. Parce que le ouais. deuxième racontait aussi le Tour de France que j'avais fait à pied. Justement, Donc, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc c'est un peu il y a une la suite, sauf que là, tu es continuité. parti dans le nord de l'Espagne, quoi. Voilà, c'est ça. Mais non, sinon, D'ailleurs, on ça peut s'est fait rappeler tout en, simplement. Avec Pierre, ça s'est fait tout simplement. Oui, ça, j'imagine bien. D'ailleurs, on peut rappeler, tu vas pouvoir nous rappeler le titre des 2 précédents ouvrages qu'on va mettre en incrusté justement dans la vidéo, ce qui me permet de remercier évidemment, l'équipe de graphistes, et de monteurs, qui font toujours un travail formidable, ou en tout cas qui essaient de faire le mieux de possible, leur possible au Cercle Aristote. Donc, Julien, rappelle tes 2 premiers ouvrages pour les gens qui n'auraient connaissance, qui te découvriraient maintenant, mais qui auraient pas forcément découvert les 2 premiers. Alors, le premier ouvrage, c'est Chute et Renaissance, lettres à des maîtres de notre temps. Et le deuxième ouvrage est Voyage autour de la France. Oui, donc, je l'avais d'ailleurs beaucoup aimé le Chute et Renaissance, lettre au maître de notre temps, où tu revenais justement sur des grands concepts et des grandes idées de l'histoire, notamment de France, où tu revenais. Donc, il y a une sorte de continuité dans toute Oui. ton œuvre et dans tout ton ouvrage, et qu'on va retrouver dans justement ce nouvel ouvrage, ce troisième opus, aux éditions Perspective Libre, qui s'appelle Saint-Jacques-Compostelle, le chemin des alliances. Merci beaucoup, Julien, d'être venu présenter ce nouvel ouvrage, et on se réjouit de le découvrir. Bien que tu ne sois pas au Salon des auteurs, d'autres collègues y seront, et en tout cas, on espère l'avoir très très vite disponible sur les étagères, parce que c'est toujours un régal de te lire. Merci, Julien. Merci à toi, Nicolas. Ça fait un plaisir. Après notre ami Julien Ottiero, j'ai le grand plaisir de recevoir comme nouvel auteur pour cette émission des auteurs, que j'espère que vous appréciez jusque-là, le professeur Olivier Battistini. Bonjour professeur, comment allez-vous depuis votre Corse? Depuis le centre du monde. Je vais bien, je vous remercie. Donc la Corse nous avait fourni différents grands personnages, et là c'est un nouveau qu'on reçoit au Cercle Aristote, Olivier Battistini, qui nous vient avec un nouveau livre, une somme de plus de 800 pages, La guerre, un maître de violence, avec une préface de Sylvain Ferreira, une postface de Nicolas Mirkovic. Excusez du peu. Je rappelle, professeur, que vous êtes historien et écrivain, maître de conférences en histoire grecque et membre du comité scientifique de la revue, enfin de la chaîne, de la revue Conflit, qu'on salue. Vous êtes également chroniqueur à Éléments, et vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la Grèce ancienne. Et là, vous nous revenez avec un magnifique livre. On peut voir d'ailleurs en incrusté une magnifique couverture. Alors, professeur, expliquez-nous un peu qu'est-ce qu'il y a dans cette somme de 800 pages. Qu'est-ce que vous nous a raconté succinctement dans cet ouvrage? De quoi ça parle? Écoutez, ça parle de la guerre, qui est la continuation du politique, non pas par d'autres moyens, mais la guerre est la continuation du politique. Et dans ce livre, puisque vous l'avez souligné il y a un sous-titre, Théoria et Praxis, la guerre maître de violence. Parce que pour les Grecs, la parole et l'action étaient au même niveau. Et dans ces conditions, dans ce livre, dans une première partie, en faisant un chiasme, j'évoque la praxis, la pratique, c'est-à-dire la tactique, et je m'intéresse aux propos d'Énée, d'Asclépiodote et d'Onasandre, qui ont été traduits par Anne Sokolowska et par Pascal Charvet. Et cette approche est passionnante parce que elle permet de comprendre que la guerre grecque, qui est au cœur même de l'univers grec, puisque pour Héraclite, la guerre pilote comme la foudre
hein, l'univers physique. J'étudie donc la tactique, le combat en tant que tel, et je remarque, me semble-t-il, que cette guerre annonce toutes les guerres du futur, que ce soit l'art opératif, la guerre d'attrition ou même la guerre totale. Dans une seconde partie, je m'intéresse donc, vous l'avez compris, à la théoria. Et dans ces conditions, je relis une fois de plus l'historien le plus politique, à savoir Thucydide, qui a écrit la guerre du Péloponnèse comme trésor pour toujours, mais une guerre qu'il raconte de manière à réfléchir sur ce qu'est la guerre. Et enfin, je propose des extraits, non seulement des tacticiens que je vous ai dit, mais pour comprendre ce que Napoléon appelait la grande tactique, et pour approcher un peu ce qu'il est convenu d'appeler la philosophie de l'histoire, ou la philosophie politique, ou l'histoire politique, je propose des extraits fascinants de Thucydide. Alors, tout un programme qui, évidemment, moi, en tant que fan de culture antique et culture classique, me réjouit tout à fait. Pour donner un petit peu un cadre, parce que ça couvre quand même des longues périodes, on va dire au niveau des auteurs que vous mobilisez et des événements que vous racontez, on est sur à peu près quelle période? Est-ce qu'on commence en moins 600, moins 700, moins 850, et on va jusqu'à voilà, qu'on puisse un peu situer dans quelle partie enfin la partie du monde. On a bien compris que c'était au bord de la Méditerranée, et notamment dans l'est de la Méditerranée, autour de la Grèce et de ce qu'on appelle aujourd'hui les différentes mers, mer Égée, qui existent autour de la Grèce antique. Ça, on a bien compris. Mais au niveau de la période, de la frise chronologique. C'est ce qu'on appelle la période classique, le 5e et le 4e siècle. C'est-à-dire la guerre entre les cités grecques, en particulier le monde des Athéniens et celui des Spartiates, avec en arrière-plan, bien sûr, les Thébains, et ensuite Alexandre le Grand, philosophe par les armes, parce qu'élève d'Aristote. Et ce qui est fascinant dans ces deux moments, la période du monde, c'est celle de l'opposition des cités grecques, et ensuite le triomphe d'Alexandre le Grand. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a en arrière-plan Homère et l'Iliade. Et comme je vous l'ai dit, le lien entre la parole et l'action. Ces êtres qui sont des guerriers sont très souvent des philosophes, sont très souvent des historiens. Je prends l'exemple, si vous le permettez, à la fin de cette période, j'en ai pas parlé au cercle Aristote, je prends l'exemple d'Épaminondas et de Pélopidas, qui sont des stratèges thébains et qui sont les vainqueurs à Leuctre de la phalange spartiate. Et ce qui est fascinant, c'est que Épaminondas est l'élève de philosophes qui ont pensé que le monde n'était que l'univers, la physis qui se révèle en se dérobant finalement, que cette physis, cet univers n'était pas fini et que dans ces conditions, la droite et la gauche n'étaient pas, et qu'il n'y avait pas de raison de privilégier, comme cela avait été le cas toujours, la droite, puisque, vous le savez, dans la phalange classique, ça a coupé. Dans la phalange classique, un hoplite protégeait avec son bouclier tenu à la main gauche son voisin de dème, ce qui nous fait comprendre immédiatement que celui qui était à la droite extrême de la phalange n'était protégé par personne. Dans ces conditions, on plaçait les meilleurs à droite. Or, Épaminondas, disciple de cette approche philosophique de la physis, place les meilleurs à gauche en doublant les rangs. Au lieu d'avoir les 8 rangs de profondeur habituels, il y en a 16. Et vous comprenez très bien le résultat, puisque les meilleurs
placés à gauche, sur 16 rangs de profondeur et non pas 8, vont frapper les meilleurs Spartiates placés à droite, mais sur 8 rangs de profondeur. Vous le comprenez, la victoire de Leuctre n'est pas seulement une victoire tactique ou stratégique, mais une victoire issue d'une approche d'ordre philosophique. Et plus tard, Alexandre, puisque son père avait été otage à Thèbes et avait suivi ces manœuvres étonnantes, Alexandre va utiliser lui aussi une arme secrète, à savoir la pensée d'Aristote, le logos en tant que tel, qui permet une supériorité définitive sur l'armée perse. Et c'est ça qui m'intéresse aussi dans la seconde partie du livre. Donc, ce qui est bien quelque part, c'est que vous faites le tour, c'est qu'en étant édité par les éditions Perspectives Libres qui sont liées au cercle Aristote, on repique sur le, voilà, on retrouve, on a Aristote à l'entrée et à la sortie du, voilà, ça c'est bien. Tout à fait. Et surtout que je suis en train de travailler sur Aristote, l'élève de Platon. Et vous savez très bien que si on pourrait faire comment dirais-je, une approche inversée, ces philosophes sont fondamentalement politiques. Vous le voyez, chez les Grecs, il n'y a pas comme chez nous des cloisons entre les disciplines. Thucydide ou Sophocle. Tenez, une histoire étonnante qui peut résumer les propos que je voulais vous évoquer. Lorsque Échille sent venir la mort, et c'est assez fascinant parce que chez les Grecs, la vie est privilégiée, il n'y a rien avant et rien après, et le choix de la mort est donc un choix esthétique et non pas un choix religieux ou métaphysique. Échille sait qu'il va mourir et on lui demande ce qu'il veut qu'on mette sur sa tombe. Et il dit, ne dites pas que j'ai été l'auteur des Perses ou des 7 contre Thèbes, dites que j'ai combattu à Marathon et à Salamine, le Perse aux longs cheveux s'en souvient. Donc pour lui, ce qui était le plus important, et je pense à un traité de Plutarque, ce qui était le plus important, ce n'était pas les pièces qu'il avait dites, les pièces qu'il avait conçues, et au passage, lorsqu'il y a une représentation tragique, c'est la cité elle-même qui se met en scène devant elle-même, puisque les spectateurs qui contemplent fascinés les Perses d'Échille, et ce sont les Perses qui apprennent leur défaite, qui est la victoire des Athéniens, et vous imaginez le plaisir subtil de ces Athéniens qui ont combattu à Salamine et qui assistent à cette représentation et qui comprennent ensuite dialectiquement que toutes les civilisations sont mortelles. Et une représentation tragique a quelque chose à voir avec l'ordre même de la cité, puisque c'est sur la place publique, dans l'agora, résultat d'un again. Aujourd'hui encore, on dit on va mettre cela sur la place publique. Vous voyez qu'il y a quelque chose là, encore une fois, qui permet de lier l'action et la parole. Les Athéniens, dans un lieu géométrique, un cercle, qui est la suite de la Gaune des Mycéniens, y vont pour débattre et se réclament d'une abstraction, la cité qui existe parce qu'on s'en réclame et prennent des décisions qui font qu'ils vont se retrouver au combat à Salamine, à Marathon ou ailleurs. Et ça, c'est absolument fascinant. Et c'est au cœur même de l'approche qui est mienne pour comprendre ce qu'est la guerre dans le monde grec, puisque la géométrie est science grecque par excellence. C'est cette même géométrie qui est au cœur du politique, qui permet à Anaximandre de comprendre ce qu'est le cosmos, c'est-à-dire l'arrangement. Cosmos, ce n'est pas l'espace, c'est ce qui est arrangé, ce qui explique encore d'ailleurs
si vous me permettez ce décalage, qu'il y ait des produits cosmétiques. Hein. Il y a dans les yeux d'une femme, au fond, des planètes étonnantes. Et vous voyez, le logos, la parole qui recueille, permet de dire le politique, permet d'arracher au réel des paysages et des choses qui permettent de le comprendre, et permet de gagner la guerre. Alexandre est maître de guerre parce qu'il est philosophe en armes. Vous vous souvenez peut-être de cette rencontre étonnante entre Diogène le cynique et Alexandre. Diogène, Tout à fait. si vous le permettez, je peux juste raconter l'épisode qui est tout aussi intéressant que celui que je vous ai dit à propos d'Échille, qui montre que l'action politique est plus importante encore qu'une œuvre d'art. Ce qui situe l'action politique pour les Grecs à un niveau d'esthétique qu'on ignore aujourd'hui, surtout dans cette période d'étrange décadence, même si le mot décadence est trop beau pour qualifier l'effondrement qui est le nôtre. Je vous assure, je suis malheureux et je suis vraiment content d'être publié à Perspective Libre. C'est une des raisons, pour autre l'amitié que j'ai pour Pierre-Yves Rougeron. Diogène le cynique répond à la question d'Alexandre qui lui demandait ce qu'il voulait. Il lui dit « ôte-toi de mon soleil ». Tout le monde connaît cette réponse. Et aujourd'hui, un être politique qui ne mérite pas le nom de politique se serait énervé, aurait conçu qu'il y avait là une agression, un rejet, un mépris. Plutarque dit que Alexandre, au contraire, dit que s'il n'avait été philosophe par les armes, il aurait aimé être philosophe par les mots. Ce qui est le cas de Diogène. Et vous voyez que je n'ai pas perdu mon sujet. Les mots et l'action sont au même niveau. Ouais. Pourquoi répond-il cela? Pourquoi ne considère-t-il pas que la réponse de Diogène est un mépris et de l'ordre du mépris? Au contraire, Alexandre, élève d'Aristote, l'élégant philosophe des catégories, comprend immédiatement ce qui est la leçon même de toute la philosophie classique qu'on devrait méditer encore aujourd'hui, surtout pour les gens qui confondent l'actuel, qui n'existe plus au moment même où il est, avec ce que j'appelle l'extrême contemporain et le devenir. Il comprend très bien que pour Diogène, l'essentiel n'est pas de regretter le passé, d'avoir la maladie du retour, nostalgie, ou de rêver un futur improbable, mais de se contenter, et c'est d'une sagesse extrême et plus que difficile. Là, par exemple, sommes-nous capables d'apprécier que nous sommes heureux en conversant sur les Grecs et sur la beauté d'une civilisation occidentale qui risque de ne plus être dans peu de temps. Ce qui est important pour un Grec, c'est donc l'instant présent qu'il s'agit d'élargir. Et Diogène, et c'est juste avant la bataille de Gaugamélès, et vous comprenez pourquoi j'insiste là-dessus, parce que la bataille de Gaugamélès, on peut la comprendre que dans ces conditions, c'est-à-dire que pour Ulysse comprendra plus tard que c'est lorsqu'il va retrouver Pénélope, sa femme, qu'il y a la réponse philosophique aux pleurs qui étaient les siens lorsqu'il était prisonnier de l'île de Calypso. L'instant présent est ce qu'il y a de plus précieux et il faut l'élargir. Et donc, Alexandre comprend que pour Diogène, à l'instant précis où il lui posait la question, ce qui était important, c'était d'apprécier la beauté du moment et de profiter du soleil. Et professeur, on vous écouterait pendant des heures, je vous assure, et ce serait un immense plaisir. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent retrouver Olivier Battistini, vous avez la conférence d'ici que cette vidéo, donc émission spéciale des auteurs que vous regardez en ce moment, sera sortie. Il y aura le Face à Pire qui sera en ligne, il y aura la conférence et surtout ce livre qu'on remet là, justement, que vous voyez dans le coin de votre écran, La guerre, un maître de violence, un programme donc Théoria et Praxis. Donc on a expliqué, on a quelques extraits et quelques anecdotes que vous nous avez balancées, professeur. On se réjouit de le découvrir pour cette fin d'année 2025. Un livre pour les passionnés d'histoire et de philosophie et de politique comme moi, un ouvrage indispensable à avoir. Je ne le dis pas forcément pour tous les ouvrages parce qu'il y a les goûts et les couleurs. Certains préfèrent des ouvrages romans et autres. Moi, c'est
clairement ce genre d'ouvrage que j'adore. Professeur, merci de nous avoir accordé quelques minutes et on se réjouit de vous retrouver très bientôt sur la chaîne du Cercle Aristote et encore bravo pour cet ouvrage. Je vous remercie pour votre accueil. Enfin, dernier auteur, mais non des moindres, à nous faire l'honneur de sa présence pour cette émission, c'est l'ami Rodolphe Carte, donc qui terminera cette émission. Et Rodolphe, vous savez, il produit beaucoup de livres. Il avait notamment sorti très récemment un livre sur Louis Sarkozy. Il vient d'en sortir un chez une autre maison d'édition sur Jean-Luc Mélenchon. Et là, il nous revient avec un livre sur le phénomène Nicolas qui paye. On va revoir ça tous ensemble. Rodolphe, comment tu vas? Bonjour, bonsoir. Ouais, bonsoir, ouais, merci pour l'invitation. Donc Rodolphe, donc que les gens commencent quand même à te connaître. Tu fais partie des jeunes intellectuels nationalistes, identitaires, souverains. On s'en fiche. On s'en fiche des qualificatifs, mais qui sort. Et moi, ça me fait plaisir de t'avoir parce que tu charbonnes. On en avait discuté en off. Tu charbonnes beaucoup en ce moment puisque tu sors plusieurs ouvrages par an. Tu étais venu chez nous. On t'avait connu en tout cas au Cercle Aristote pour l'ouvrage sur le Louis Sarkozy, qui est assez prophétique par rapport à ce qu'on a vu en ce moment dernièrement. Donc là, vous le voyez peut-être en intégré sur la gauche ou la droite de Rodolphe. Vous voyez l'ouvrage sur Louis Sarkozy. Tu as sorti chez une édition un petit livre dernièrement sur Mélenchon que Ouais, bah alors, sorti, un petit livre, ouais, il fait quand dernièrement. même 300 pages, mais ouais, une biographie intellectuelle sur le camarade de Mélenchon, et une biographie, on va dire, assez poussée, plutôt sur ses écrits et non pas sur ses frasques où il y a eu pas mal de livres d'enquête. Alors, je reprends quelques données des enquêtes, mais en tout cas, c'est vraiment un livre plutôt une approche intellectuelle de sa pensée, on va dire, oui. Voilà, et là tu nous reviens cette année avec un livre sur le mouvement Nicolas qui paie. Et bon, c'est pas moi à titre personnel, parce que moi je m'appelle Nicolas, mais vous avez bien compris. Et donc tu nous sors ça justement pour cet hiver, cette période de Noël. Qu'est-ce que c'est déjà, pourquoi t'intéresser à ce mouvement, ce sujet, etc. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette question-là? Puis après on parlera du contenu, du fond, du sujet, de comment tu vas traiter. Mais au niveau de l'approche, qui t'a donné envie de traiter? Qu'est-ce que tu as voulu traiter dans ce livre? Bah, tout d'abord, je suis assez présent sur les sphères numériques et notamment Twitter. Et c'est vrai que le mouvement Nicolas Quipet, ça a été un mouvement, en tout cas, souvent on parle de la bataille culturelle et c'est un des mouvements emblématiques de la droite de ces dernières années qui a vraiment réussi à crever un peu l'écran et notamment l'écran numérique jusqu'à être quasiment repris par beaucoup de politiques et même François Bayrou quand il a fait son fameux discours lorsqu'il était Premier ministre en parlant de la retraite justement des boomers ou du poids. Et c'est vrai que c'est un mouvement qui était relativement intéressant à analyser parce que il part vraiment de même s'il y a des personnages, des tweetos assez connus, Bully par exemple, qui tournent autour. Et c'est vrai que c'était pour le coup la première fois qu'un mouvement, on va dire, d'extraction numérique arrivait comme ça à crever la bulle numérique pour arriver aux politiques où on a des personnalités comme Sarah Knafo, même Marion Maréchal ou même Bruno Retailleau qui l'ont repris comme un élément de langage, alors pour le récupérer bien évidemment, mais par contre c'était assez drôle de voir justement pour la première fois ou en tout cas un mouvement politique émerger de la sphère en parallèle du monde politique conventionnel, comme ça, émerger et s'imposer. Alors par contre, merci d'avoir rappelé ce livre sur Louis Sarkozy, parce que Louis Sarkozy, en fait, quand je l'ai proposé la première fois, on m'a dit, voilà, dans 6 mois, on n'en entendra plus parler, c'est une baudruche, quelque part, c'est un phénomène. Et puis, on s'est rendu compte, après sa candidature à la mairie de Menton, puis ses nombreuses interventions dans différents médias, qu'il était destiné à s'imposer dans le monde de la vie politique. Et disons que les Nicolas Quipet, c'est un peu un mouvement inverse, parce que le moment où je l'ai écrit, il y a vraiment eu un engouement autour de ce mouvement. Et par contre, on voit aujourd'hui qu'il est un peu dans le creux de la vague. Alors moi, je pense que c'est quelque chose qui va revenir parce que, comment dire, la vague et la révolte fiscale, notamment au niveau des actifs, mélangés du côté identitaire, c'est quelque chose qui va revenir par intervalles réguliers. Mais là, on voit aujourd'hui qu'il est dans le creux de la vague. Et un peu comme une prémonition, j'avais un peu prévu ça, notamment dans mon livre, en faisant la généalogie et en montrant que l'absence de côté populiste allait, un jour ou l'autre, lui causer tort. Donc je pense que c'est un livre d'actualité
mais aussi qui revient justement sur la genèse de ce mouvement, parce que je pense que c'est un mouvement qu'on dit beaucoup sur la vie politique française, et justement sur ce mouvement libéral-conservateur que j'essaie de retracer à travers ce livre pour expliquer comment on en arrive à avoir aujourd'hui ce mouvement des Nicolas Quipet. Alors oui, donc ça, tu as bien retracé. Donc on rappelle, c'est vraiment une critique positive, hein, donc plutôt de ça. C'est ce que tu avais dit dans le résumé. On ne sait pas au moment où sortira cette vidéo, on ne sait pas encore quand sera la date exacte de sortie, mais on imagine que c'est durant ce mois de décembre, voire peut-être tout début janvier, mais en tout cas dans les prochaines semaines, qui va sortir. Toi, tu ne seras pas au salon des auteurs. En revanche, tu seras à une conférence de live. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc, parce que ce 13 décembre, on pourra pas te voir au salon des auteurs. Par contre, pour les gens qui sont sur Périgueux, ils pourront venir te voir, c'est ça? Oui, alors je suis désolé de ne pas pouvoir être présent au Salon des auteurs et de le dédicacer, mais oui, je serai présent à Périgueux, à la section d'Action française, pour une conférence sur Jean-Luc Mélenchon, et peut-être qu'il y en a d'autres qui déboucheront sur le mouvement Nicolas Quipet, parce que, enfin, il y a même une certaine continuité avec Louis Sarkozy. Le sous-titre du livre sur Louis Sarkozy était L'impasse libérale conservatrice. Alors, alors voilà. Quelle est cette continuité? Moi, ça m'intéresse justement. Tu parlais l'impasse libérale conservatrice, et après, tu parles justement de ce côté libéral conservateur dans Nicolas Quipet. Donc, quelle pour toi était la continuité logique entre ces deux ouvrages qui, du coup, fait une suite de pensées où les lecteurs peuvent te suivre dans ta pensée, quoi. Évidemment, je fais pas d'équivalence entre d'un côté Louis Sarkozy et de l'autre les Nicolas Quipet, parce que moi, les Nicolas Quipet, je m'en sens un petit peu parti. Je suis un actif, je paye mes impôts plein tarot, et il y a vraiment le côté antifiscal avec la coloration identitaire est vraiment intéressant. Et donc, ouais, à travers ce livre, j'ai essayé de faire la généalogie, un peu comme je l'avais fait dans le parcours de Louis Sarkozy, et j'essaie de retracer un petit peu cette généalogie politique historique du mouvement libéral-conservateur. Et moi, j'en arrive à la conclusion que ce n'est pas la solution, en tout cas, à l'entièreté des mots français. Je sais que ça répond à une certaine attente. La pression sur les actifs, j'en suis tout à fait conscient. Le fait qu'on ait aujourd'hui des actifs qui payent à la fois pour les retraités et de l'autre pour une partie, on va dire, des parasites sociaux, je peux absolument le reconnaître. Mais par contre, disons que la coloration assez CSP+, quand même, derrière le fameux Nicolas Quipet, derrière ce cadre, elle me dérangeait un peu parce que moi, j'ai toujours été un vrai populiste. En tout cas, c'est vraiment ma fibre politique favorite et celle dont je me revendique. Donc, j'essaie de montrer à quel point, comme tu l'as dit, c'est une critique positive, donc à quel point je peux être aligné sur certains aspects. Mais par contre, je montre, comment dire, l'inadéquation avec un mouvement d'ampleur politique. Donc j'en arrive à cette conclusion dans mon livre. Alors il n'y a pas de spoiler alerte là-dessus, mais par contre j'essaye vraiment de retracer. Et d'ailleurs on peut même faire le parallèle avec les États-Unis. C'est quelque chose que j'avais aussi analysé un petit peu dans le livre avec Louis Sarkozy. C'est qu'on voit aujourd'hui que le vrai laboratoire politique, en tout cas de la droite en Occident, il se retrouve vraiment de l'autre côté de l'Atlantique. Et je reviens par exemple sur une opposition au moment des visas H1B, qui sont des visas d'immigration légale accordés notamment aux Indiens pour les faire venir dans la tech américaine. Et là, on voyait que justement, aujourd'hui, on a une fracturation au sein du camp MAGA, avec d'un côté un camp beaucoup plus, on va dire, acquis aux valeurs du libéralisme, du libre-échange, pour les patrons, et de l'autre côté, une droite beaucoup plus nationaliste, protectionniste. Et je pense que demain, ce conflit arrivera aussi en France. Aujourd'hui, on essaye vraiment de combattre la gauche de manière totale. Donc, on regroupe un peu toutes les forces de droite, même s'il y a des vraies divergences, à mon avis, à la base. Et je pense que dans les années à venir, vu que la droite va plutôt s'imposer, vu qu'on est dans un mouvement d'extrogir depuis des décennies, eh ben, ces conflits entre d'un côté une droite libérale et de l'autre une droite illibérale vont apparaître de plus en plus. Donc, j'essaye un peu excuse-moi de l'anglicisme, de pré-shot ce débat qu'on aura, à mon avis, de plus en plus dans les années à venir. Non, mais t'inquiète pas pour les anglicismes. De toute façon, on est colonisé, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein, ça, on se débrouille sans. Mais justement, donc il y a en arrière-fond de ce mouvement que tu analyses et que tu essaies de critiquer et de voir, il y a cette espèce justement de lutte au sein de la droite française entre les différentes
ou d'essayer de voir, parce que beaucoup de gens, alors c'est pas le cas chez nous au Cercle Aristote, mais beaucoup beaucoup de gens parlent dans le débat politique français de cette fameuse union de la droite, justement, est-ce qu'il peut y avoir, est-ce qu'il y a une critique donc sous-entendu dans ce livre sur le mouvement Nicolas qui paye, est-ce qu'il y a une critique de justement cette union de la droite qui est à la fois pour certains nécessaire d'un point de vue politique, mais d'un point de vue idéologique et d'un point de vue pratique sur le long terme, paraît un peu fait de briques et de broc, un peu comme on a vu la NUPES à gauche ou l'union de la gauche ou machin pour des raisons, on va dire, passement électoral, quoi. Oui, bah, par exemple, le sujet des retraites, il est intéressant en soi. Mais par exemple, si on parle du sujet des retraites, mais qu'on évoque à aucun moment le fait d'être passé sous l'euro, d'être dans une économie intégrée avec une Union européenne qui va gérer notre commerce extérieur avec le Mercosur, c'est pour ça que moi j'avais toujours une certaine difficulté parce que la doctrine économique qu'on a développée dans le camp nationaliste dans les années à venir, on n'a pas à comment dire, à la circonstancier à certains sujets. Il faut à chaque fois prendre la chose dans la globalité. Alors je sais que c'est pas facile parce qu'il faut travailler les questions monétaires, les questions de commerce extérieur, c'est des questions qui sont difficiles. Et même à chaque fois, c'est même l'enjeu d'une vraie doctrine souverainiste et nationaliste, c'est qu'on voit que chaque pan de l'économie, chaque pan des questions politiques, bah, à chaque fois, elles sont liées. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de souveraineté économique sans parler de souveraineté énergétique, alimentaire, etc., ou de souveraineté monétaire. Donc voilà, c'est un peu la critique en substance que je fais du mouvement des Nicolas et vraiment le manque, j'ai envie de dire, de considération pour l'aspect populiste aussi qui m'a toujours un peu dérangé. La révolte antifiscale, elle est très bonne parce que vraiment, la révolte antifiscale permet dans l'histoire de France, on l'a vu à de nombreuses reprises, de mettre, comment dire, en branle des mouvements sociaux, et ça c'est tout à fait pertinent et intéressant. Mais par contre, la conclusion politique, c'est là où, à mon avis, il faut revenir sur des choses qu'il faut penser en tout cas en amont politiquement. Et moi, j'ai pas envie d'avoir un énième mouvement qui se fasse récupérer par les libéraux ou par ouais, les libéraux centristes, et qu'on voit que ça finit toujours de manière sans remise en cause du système vraiment profonde. C'est pour ça donc que j'ai commis ce livre, parce que je pense que c'est vraiment un mouvement intéressant qu'il faut reprendre Ouais. et qui va revenir par intervalles réguliers. Mais par contre, il faut vraiment essayer de le construire politiquement et j'ai même envie de dire avec une autre dimension. Et la dimension de la critique de l'Union européenne, je pense qu'elle peut parfaitement en plus s'adosser à cette critique justement des Nicolas. Donc c'est pour ça que j'essaye un petit peu d'appréhender les sorties de voie possibles pour le mouvement des Nicolas, notamment sur la question européenne. Alors ça, c'est tout un programme, toute une question. En tout cas, on se réjouit de lire ce petit livre. Moi, j'ai une question que je pose souvent à nos auteurs. Pour les gens qui ont vu la vidéo, qui ont suivi la vidéo jusqu'ici en entier, bah, je vous remercie. C'est comment tu as pitché ça, ou comment tu as proposé, comment ça s'est passé la proposition du livre à Pierre-Yves en tant qu'éditeur. Moi, ça m'intéresse toujours en tant que collaborateur du Cercle Aristote et en même temps en tant qu'auteur de savoir quel retour il t'en a fait, est-ce qu'il t'a dit ouais tout de suite ça l'intéressait et tout, quelles ont été les conditions. Voilà, moi ça m'intéresse, et puis de savoir ouais un petit peu quelle était au niveau de la construction du livre et comment tu as voulu le mettre en avant, et puis quelque part pour le publier chez nous, quoi. Bah là, je vais pas dévoiler des secrets, mais pour le coup, à chaque fois que je pars sur un sujet, j'y vais jusqu'au bout et je me dis qu'importe si j'aurais édité. Je fais aucune proposition. Bon, j'ai trois éditeurs. J'ai eu la Nouvelle Librairie, Julien Rochdy et donc Perspective Libre. Et en fait, à chaque fois, je suis allé au bout de mon livre et après, je l'ai proposé aux éditeurs. Je dis pas qu'il faut forcément faire ça pour tous les auteurs, mais moi, ça a toujours été ma manière de faire parce que en fait, je vais à fond dans un sujet si je sens vraiment que j'ai quelque chose à dire dessus. Et je suis absolument pas superstitieux, mais vraiment, par exemple, le mouvement des Nicolas, bah, cette notion de libéral conservateur, alors que moi je me revendique vraiment plutôt de l'illibéralisme, c'est une question sur laquelle je travaillais déjà depuis même quelques années. Et bah, disons Mhm. que là, bah, Ouais. j'avais un nouvel angle. Donc je me dis, bah, je vais foncer dedans. Donc je creuse le sujet. J'essaie de le rendre en adéquation un peu avec la question des Nicolas. Je trouve que ça marche plutôt bien. Je vais au bout de mon petit projet. Puis après, je le propose à Pierre-Yves et Pierre-Yves m'a tout de suite dit banco. Donc, je ne sais pas comment les autres auteurs marchent avec leurs éditeurs, mais moi, je marche vraiment là-dessus à l'instinct. Derrière, je travaille souvent sur des trucs un peu généralistes.
Et après, dès que je vois un angle d'attaque qui est intéressant, et là je trouve que vraiment la question des Nicolas est intéressante pour revenir sur ce débat entre d'un côté la voie libérale conservatrice et de l'autre la Mhm. voie plus nationaliste, plus protectionniste et illibérale, et ben boum, je fonce dedans quoi. Donc ça, c'est très intéressant. En tout cas, il y a aussi, alors là, on peut le regarder un peu plus, avoir ton retour. Ce sera ma dernière question. Quels ont été les retours de tes lecteurs sur tes premiers ouvrages à ce début de carrière, maintenant que maintenant je veux dire t'es un nom qui commence à être installé, on commence à te voir, enfin, la carrière est bien lancée, on va dire. Après faut continuer, il y a les aléas, il y a les fluctuations, mais quels ont été les retours maintenant que tu as pu faire quand même quelques conférences, quelques salons, tu as pu circuler un peu en France et ici et ailleurs. Quels ont été les retours des auteurs par rapport à ce que tu proposes, par rapport à ton approche justement en tant qu'auteur, par rapport au sujet que essayes de défendre, et qu'est-ce que tu attends, c'est un peu ma dernière question, qu'est-ce que tu attends comme retour pour les gens qui aimeraient le lire, le commander, etc., par rapport à ce nouvel ouvrage, vu qu'on sait que tu es très actif, que ce soit sur les réseaux, etc., mais aussi maintenant dans le réel. Donc voilà, c'est un peu cette relation aux auteurs et de fait d'être un peu nouveau sur cette scène, mais nouveau avec du peps, hein. Il y a de la production, comme on dit, hein. Ouais, bah après, c'est un gros travail individuel, c'est vrai, mais j'ai aussi la chance d'être très bien accompagné. J'ai vraiment des gens qui m'entourent à côté pour me permettre d'avoir des bons contacts, que ce soit dans les médias ou ce genre de choses. Je vais pas en dire plus, mais j'ai vraiment, je me suis constitué une bonne équipe autour et j'ai vraiment des gens. Et pour vraiment pour moi, quand je sors un bouquin, c'est quasiment un travail sélectif. En fait, il n'y a pas Rodolphe tout seul, il y a vraiment derrière des gens qui m'accompagnent beaucoup et tout. Donc là, je les remercie à travers cette vidéo. Et après, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment une continuité dans mes livres. J'avais vraiment pas prévu d'écrire sur ces thèmes, mais je pense que c'était intéressant aussi d'écrire le premier livre sur une autre personnalité et de pas dire ah voici mes idées en tant que Rodolphe Carr. Et donc j'avais fait cette biographie intellectuelle sur Georges Sorel et je trouvais que c'était intéressant de commencer sur un livre, pas d'hommage, mais en tout cas sur un livre sur une autre personnalité. Ensuite, là c'est peut-être quelque chose de plus personnel, mais moi je me considère absolument pas comme un intellectuel ou un penseur. Je me considère vraiment plutôt comme un journaliste engagé. Là-dessus, c'est vraiment pas de la fausse humilité, mais je sais que mes livres auront pas une grande postérité. Mais par contre, je pense que pour le débat actuel, D'actualité, ouais. Ouais. ouais, dans l'actualité, je pense qu'ils ont leur intérêt. Et c'est pour ça qu'il y a une figure comme Léon Daudet qui m'intéresse beaucoup. Parce que Léon Daudet, il a énormément produit. Il y a 95%, enfin là je grossis, mais en tout cas il y a toute une partie qui est démodée, dépassée. Et moi je pense qu'une grande partie de mes bouquins le seront aussi. Mais par contre je pense qu'à l'instant T, ils étaient intéressants parce qu'ils faisaient permettre une certaine émulsion intellectuelle. Et dans ma génération, je sais que certains sont penseurs, d'autres sont intellectuels, ils font très bien la chose. Et moi là-dessus, au fur et à mesure de l'écriture de mes livres, j'ai accepté le fait que je serais plutôt un petit journaliste engagé qui fait des livres qui peuvent pousser au débat ou à ce genre de choses. Donc par exemple, le deuxième livre que j'avais sorti, Feu sur la droite nationale, c'était un livre beaucoup plus polémique. Et ensuite, j'ai basculé sur un livre, on va dire, La menace néoconservatrice, qui était plus un livre d'actualité, mais un peu plus profond sur la question géopolitique. Faire Légion chez Julien Rochdy, qui était là, un livre un peu plus doctrinal, même s'il restait assez léger, parce que c'est un livre qui était vraiment destiné à la jeunesse. Et le livre sur Louis Sarkozy, par exemple, c'est un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire, parce que c'est un livre d'actualité, mais j'avais essayé de lui donner euh, une petite profondeur historique de vue, parce que j'appréhendais déjà cette question du libéral-conservatisme. Et comme par hasard, je la continue un petit peu dans le mouvement des Nicolas avec une autre approche via ce mouvement. Donc tu vois, il y a une certaine cohérence. Après, je suis vraiment une éponge où tout ce qui se passe dans l'actualité, si ça allume des lumières et que je me dis, faut que j'aille dans cette voie-là, j'y vais. Mais donc, ouais, c'est une voie pour l'instant que j'aime bien intellectuellement, un peu de petit engagement journalistique comme ça. Non, mais ne sois pas modeste avec un réel succès. Je pense que des gens aussi, le public et l'époque actuelle a besoin de gens de journalistes, d'éditorialistes, même, oui, de gens qui font de la réflexion sur l'actualité, qui donnent de polémistes, des gens qui ont besoin de leur avis. Dans cette génération, il y en a besoin. Et je suis sûr que dans les commentaires de cette vidéo et dans les différents, voilà, sur les différents canaux, ils seront en tout cas, j'imagine qu'une partie sera d'accord avec moi. Donc le nouvel ouvrage,
la nouvelle sortie d'actualité de notre ami, de notre camarade Rodolphe Carte sur l'analyse du mouvement des Nicolas qui paye, c'est aux éditions Perspective Libre. Rodolphe, merci d'être passé nous voir pendant cette petite vingtaine de minutes pour parler Merci à vous. de ce nouvel ouvrage. Et puis, d'ores et déjà, on te souhaite une année 2026 tout aussi productive et réussie que celle 2025. Merci et à vous aussi. Voilà, chers amis, chers spectateurs du Cercle Aristote, j'espère que vous avez apprécié ces entretiens avec nos différents auteurs. Oui, alors entre-temps, effectivement, j'ai changé de haut et changé de position, étant en déplacement actuellement, mais le travail, l'amour des éditions Perspective Libre et du Cercle Aristote ne souffre d'aucun inconvénient. Et donc, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir nos auteurs, de venir au salon des auteurs du 13, on vous y attend nombreux, pas seulement pour l'aspect plus il y a de monde, plus on vend de bouquins, machin, il n'y a pas qu'un aspect mercantile derrière, comme vous l'avez vu avec les auteurs, il y a l'aspect discussion, il y a l'aspect humain, il y a l'aspect de se retrouver, notamment en période de fête et en période de Noël, et ça c'est l'aspect le plus important pour moi, c'est pour ça que je fais l'effort de me déplacer depuis ma Suisse natale jusqu'à Paris juste pour cet élément-là, hein, pas spécialement pour visiter la capitale française, c'est aussi pour vous rencontrer les auteurs, rencontrer les militants, se marrer, discuter de différents sujets, faire signer des bouquins. Voilà, et j'espère que ça vous aura plu. Et en tout cas, on se retrouve très très vite pour le salon et évidemment pour les coffrets de Noël et également pour les futures émissions, bien entendu, en compagnie de Pierre-Yves et de nos autres intervenants. Merci beaucoup d'avoir suivi l'émission. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.